de vous parler aujourd'hui des inhibiteurs des IDH1 et 2. Moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de parler de mutations IDH en général, quelques généralités, leur fréquence, leurs impacts, un pronostic, et après les traitements anti-IDH. Pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille à Nîmes, IDH1. Parallèlement au cytogénétique qui permet de définir donc des groupes pronostiques dans le leucémie aiguë, des avancées en biologie moléculaire ont également permis de identifier des anomalies génétiques à valeur pronostique, comme le NPM, le CPP-alpha, bialédique, et le FLT3-ITD. On retrouve dans la classification OMS 2016, mais déjà en 2008. Il y a des autres marqueurs cytogénétiques, comme le TET2, qui ne sont pas encore intégrés dans les classifications, et les IDH1 et IDH2. Les IDH, c'est quoi? C'est la famille des isocitrates déshydrogénases. Il y a 3 isoformes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des enzymes qui catalysent la décarboxylation de l'isocitrate en alpha-kétoglutarate. C'est un substrat qui est nécessaire pour des autres enzymes. Ils nécessitent les cofacteurs de nicotine, dinucléotides, phosphate. Et l'IDH1 est souvent dans le cytoplasme et peroxysome. IDH2 et 3 plutôt dans les mitochondries. Ils interviennent au 4e et 5e cycle de Krebs et ils jouent un rôle contre le stress oxydant. La leucémogénèse, surtout une modulation épigénétique. Une enzyme IDH mutée donc réduit l'alpha-kétoglutarate en R2-hydroxyglutarate. Ça c'est R2-hydroxyglutarate, on a retrouvé très élevé, des taux anormalement élevés dans les blasts d'LAM. Ça inhibe de façon compétitive donc les enzymes qui sont dépendants de l'alpha-kétoglutarate. On a besoin de l'alpha-kétoglutarate pour des enzymes comme la méthyltransférase et la déméthylase, le Jumanji. Et on a finalement une augmentation de la méthylation de l'ADN. Ça résulte en fait un phénotype hyperméthylé qui favorise les mutations secondaires et qui affecte les gènes suppresseurs des tumeurs. Pour s'imaginer un peu dans la cellule, donc dans la mitochondrie, IDH3 et 2, ici, isocitrate, on a alpha-kétoglutarate, dans le cytosol c'est IDH1, ici on a la mutation d'IDH, la production de alpha-kétoglutarate en 2-hydroxyglutarate, et ça bloque par exemple le prolylhydroxylase qui lie après le HIF, c'est le facteur induit par l'hypoxie, et qui reste, par exemple, il n'est pas évacué, et qui retourne dans les noyaux et qui active des facteurs de transcription pour de croissance, le VEGF aussi, et qui fait une hyperméthylation. Donc juste les mutations répertoriées dans les LAM, c'est des résidus arginine, donc R132, IDH1, et la mutation IDH2, il y a deux. L'arginine est substituée par l'isine le glutamine en 140 et par l'isine en 172. Juste pour vous dire qu'il y a deux IDH2 et une IDH1. La IDH1 R132H, quand c'est remplacé par l'histidine, c'est dans les gliens. Historiquement, donc, ça a commencé, la première découverte, c'était chez un patient avec un cancer colorectal. C'était en 2008, il me semble. Ensuite, des glioblastomes, une première publication en 2009 dans le New England, avec 80 ou 90% de mutations retrouvées dans des gliomes. Dans le temps, ensuite, il y avait des leucémies aiguës, une publication de Mardis en 2009, fin 2009. Ils ont retrouvé chez un patient qui avait 38 ans blastose médulaire très élevée. Ils ont fait un séquençage à haut débit de l'intégralité du génome et ils ont retrouvé justement le IDH1
Ils ont enchaîné avec 180 échantillons, ils ont trouvé à peu près 8% tout LAM confondu de mutation IDH, et de plus dans les LAM avec un karyotype normal. Ensuite, ils ont cherché, retrouvé dans le temps des autres maladies, les chondrosarcomes, cholangiocarcinome, la prostate. Ils ont retrouvé les taux élevés de R2HC autour de 2010, et les premiers inhibiteurs IDH sont sortis fin 2012. La fréquence des mutations IDH, en 2009-2010, il y a 11 cohortes publiées. Je fais un peu la synthèse de ces cohortes, tous les Allemands, les Américains et les Français. De nouveau, ça confirme un peu ce qu'on a retrouvé déjà en 2009 dans les New England, de Mardis, entre 5 et 10% de mutations, karyotype normal un peu élevé, et surtout dans le karyotype normal avec NPM muté FLT3 wild type, ça va jusqu'à 30% de mutations. C'est un rappel pour les mutations génétiques retrouvées dans les LAM et SND. On voit IDH2 en 5e place, 15% à peu près, peu dans les SND, comme Laurence a déjà mentionné, et IDH1 entre 7 et 14%, beaucoup plus dans ce type de maladie-là, et 3% seulement dans les SND. Quelques conclusions de ces cohortes. Donc ils sont très rares chez les CBF, LAM3 et des LAM avec un karyotype complexe. Les patients âgés, c'est plus fréquent chez les patients âgés, très peu de cas chez les LAM pédiatriques. Le taux de plaquettes est souvent élevé, aussi le taux de blast modulaire, ça on a dit. Les mutations semblent également exclusives entre elles, et la R172 de IDH2, on ne le retrouve jamais avec un NPM, plutôt associé avec une trisomie 8 et la mutation des NMT3. SND, quand même, très peu de fréquences. Ça joue éventuellement un rôle dans la progression de la maladie. Un papier de Dinardo qui a analysé 1000 patients, que 60 avec une mutation, donc 6% à peu près, et 18% sont transformés en LAM, et 7 patients avant étaient IDH 1,2 Valta. Quelques études, retrouver des méta-analyses, c'est très controversé. On ne sait pas trop, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'avoir une mutation IDH. Je pense qu'au principe c'est pas bien d'en avoir, mais quand on a un LAM, la survie globale semble diminuer avec un IDH1. Dans une autre IDH2, peut-être c'est un peu mieux d'en avoir, mais IDH2 et R172, associé à un taux de RC plus faible, donc je ne peux pas vous dire exactement si c'est plutôt favorable ou défavorable. Par contre, dans les karyotypes avec ce profil-là, karyotype normal, NPM muté FLT3 wild type, en IDH avec mutation ou sans mutation IDH, on voit une tendance quand même que c'est mieux de ne pas en avoir. Dans les 3 études des Américains, des Allemands et des Français, on voit même si ce n'est pas significatif, mais une tendance à une meilleure survie globale. Ils ont également, bien évidemment, cherché la charge allélique et le taux R2HC, donc métabolique, qui prédit la présence d'une mutation et corrèle avec la réponse à la chimiothérapie. Je trouvais 3 papiers, ce qui est assez logique quand un taux R2HC augmenté après traitement, la EFS est beaucoup plus court. Il y a un cut-off à 2 micromol par litre de R2HC, avec donc, si c'est élevé, une survie quand même beaucoup plus diminuée. La charge allélique testée dans l'étude alpha 0701, on analyse univariée, il sort une meilleure survie avec NPM, un karyotype normal, et une charge allélique inférieure à 0,2%. Les traitements, comme elle l'a déjà montré
Laurence, l'IDH, les inhibiteurs situés là, ils agissent là. Enacidénib, c'est l'inhibiteur IDH2. IDH1, c'est ivosidenib, l'inhibiteur là, ça doit être un arbre. Et maintenant, on voit ici les glucométhylants, les agents cytotoxiques et le vénétoxax. Donc, le IDH2, notamment dans les LAM, donc, comme déjà dit, approuvé en 2017 par la FDA. En France, on peut l'utiliser avec un attribut. Une phase 1-2, publiée dans le blad par Stein, avec 239 malades. Des malades souvent en rechute. Il y a aussi des premières lignes avec une phase d'escalade de dose et une phase d'expansion. La dose, finalement, c'était à 100 mg. 4 groupes de patients âgés supérieurs à 60 ans avec des rechutes, inférieures aussi, mais post-échec à l'EREF, et des patients non éligibles à l'induction en première ligne. La tox, notamment beaucoup de toxicité, mais plutôt au grade 1-2. On retrouve une hyperbilirubinémie en grade 3-4, des anémies, thrombocytopénie, donc des cytopénies, des nausées, de la fatigue, et surtout aussi le syndrome de différenciation d'IDH. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de signe de pathognomonique. Ça ressemble un peu à l'Atra syndrome, mais c'est plus tardif. C'est vers 21 jours ou 3 semaines, 4 semaines que ça commence. Il y a 10% touchés dans les 2 inhibiteurs IDH. Ça, c'est un patient J23 de enacidénib, traité par corticoïdes, et 9 jours de corticoïdes, et ça s'améliore bien. Les options thérapeutiques, c'est des corticoïdes, des diurétiques, hydréa, et bien évidemment une pause thérapeutique. Les réponses. Donc le taux de réponse global autour de 40%. Réponse complète 20% environ. La durée de réponse, c'est notre problème. C'est assez court, hein, autour de 6 mois et 9 mois environ pour les patients en IRC. Les courbes, on a vu déjà autour de 9 mois la survie globale. Survie à 1 an, 40%. Des karyotypes normales, des rémissions complètes, pardon, ils ont une survie autour de 20 mois, qui est quand même assez bien. Les non-répondeurs, et évidemment beaucoup moins. Ils ont donc, j'ai retrouvé un abstract de enacidénib donc en monothérapie, donc ils ont analysé les 37 patients qui n'étaient pas traités précédemment. Ça revient un peu même 40% de taux de réponse globale. 7 réponses complètes. Quelques-uns qui ont été amenés à l'allogreffe, 3 patients à l'allogreffe, et la survie globale autour de 10 mois. Ivosidenib, inhibiteur IDH1. Ça ressemble à l'autre étude un petit peu. C'est aussi une phase 1-2 avec une escalade de dose, une phase d'escalade de dose et puis après une expansion. La dose recommandée était à 500 mg, 260 patients traités, inclus et 258 traités. Le groupe, donc des LAM non éligibles à un standard of care, donc 25 patients, donc c'est première ligne, les rechutes, comme le enacidénib, le cycle de 28 jours. Comme effet secondaire principal, on avait la prolongation de l'intervalle QT à 800 mg H cutané à 1200, donc 500 c'est la dose maximale tolérée. Pas mal de diarrhée, ça c'est des grades 1-2, de leucocytose, diarrhée, quelques nausées, de la plasie fébrile, et on voit encore aussi, on en parlait déjà, mais c'est une grande différenciation IDH. Grade 3, quand même, 4%. Les réponses,
RC 20%, ça ressemble aussi un peu à l'énacidenib, où le taux de réponse global 40%, durée de réponse à 8 mois, le temps pour avoir une réponse complète environ 3 mois. On peut voir ici une réponse avec sans récupération hématologique complète, un taux de 30%, 20% avec récupération hématologique et taux de réponse globale à plus de 40%. On voit un peu à partir de quand ça marche, hein. C'est un peu à partir du 3e à 4e cycle, ça recommence à remonter les plaquettes et les neutrophiles. Également les blastes baissent, 4e ou 5e cycle, en dessous de 20%, là. L'hémoglobine remonte, et l'indépendance transfusionnelle, pour notamment les réponses complètes, ici pour le globule rouge et les plaquettes, 40% en global pour l'indépendance transfusionnelle. Suivi global 9 mois à peu près. Pour les répondeurs avec une réponse complète et RCH plus, on rapproche vers les 18 mois là. Oui, 18 mois, 50,1% encore à évident. Sans réponse sur le suivi global, bien évidemment assez courte. Les conclusions transcriptionnelles, restant simple, c'est quand la charge mutationnelle est faible, on a une réponse complète. Il y a une diminution constante de la charge mutationnelle chez les répondeurs et persistance donc chez les non-répondeurs. On a vu des résultats, Laurence nous a montré la mortalité chez les patients qui ont des traitements lourds à 30 jours, 15% à 60 jours à peu près, le double, 30% qui décèdent. L'avenir dans les LAM, ce que je retrouvais dans Clinical Trials, c'est de traiter avec du Vidaza, ce qui est évident. 50 patients prévus aux États-Unis, post-Aloureff également, 24 cycles prévus, que 15 patients prévus. Ce qui peut être encore plus intéressant, c'est Vidaza, ivosidenib et placebo. Ils ont prévu presque 400 malades. Et en deuxième ligne, de faire une combinaison avec du venetoclax. Les SMD, j'ai vu un abstract de l'ASH en 2016, très peu de malades, on l'a dit, c'est pas fréquent, mais la réponse est quand même pas même mauvaise, 53%. Une réponse complète, sur donc ça fait 11%. Je ne sais pas si ça a de l'avenir dans les SND, les anti-IVH. Le GFM I3, il y a deux études avec 3 cohortes de patients, 68 patients prévus. Ça a commencé en octobre 2018. Pour déterminer donc la réponse. Ça, c'est le DH2 et l'IVH1, un peu les mêmes schémas d'études de 3 cohortes avec des hauts risques et des bas risques. On évalue la réponse et là la tolérance et la sécurité du médicament chez les bas risques. Donc la cohorte A avec des syndromes de haut risque sans réponse, avec le Vidaza, on switch pour un inhibiteur IDH. La cohorte B avec des patients SMD de haut risque sans cytopénie sévère, on commence par un anti-IDH et finalement, si ça ne marche pas, on rajoute du Vidaza, ce que j'ai compris. Et pour les faibles risques, c'est des gens qui résistent à l'EPO, on met d'emblée un inhibiteur d'IDH. Et je pense qu'à Nîmes, on va peut-être l'avoir au printemps 2019.